L'action, pour moi, je la définis simplement en disant que l'action, c'est la matérialisation ou la manifestation de la volonté dans l'intention de produire un résultat. Et ce résultat, on va le voir, peut prendre plusieurs formes. Et il faut voir aussi dans quel contexte on agit, cette action se produit. Et donc, les résultats, on va les voir tout à l'heure, peuvent prendre plusieurs formes. Ceci dit, je dirais que l'action est un principe de vie, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'agit pas, ou dans une société où les gens n'agissent pas, ou un être qui n'agit pas, est un être qui ne vit plus, ou qui ne vit pas, puisque l'action détermine, disons, la vie même de l'être en question. Un être immobile, un être qui n'agit pas aussi bien sur son environnement que sur sa propre conscience, sur sa propre personnalité, ne vit plus. Il devient un être mort et condamné à disparaître tout simplement. Donc l'action, pour moi, c'est un principe de vie. Alors, je disais tout à l'heure, dans action, on a le verbe agir, donc agir pour faire changer les choses. Cela suppose qu'il y ait un objectif qui soit fixé. Cet objectif-là, qu'on peut aussi qualifier de but, doit être parfaitement en adéquation avec le problème qu'on veut résoudre. Donc, il y a un problème qu'on a identifié, et donc, ce problème, on veut le résoudre. Le but, c'est la résolution de ce problème-là. Donc, il faut nécessairement, qu'avant d'agir, se fixer un objectif ou un but. Et ensuite, il faut définir les moyens. Bon, j'ai un problème. Je connais le problème. Je l'ai analysé. Je connais les contours de ce problème. Je sais quels sont les facteurs qui influencent ce problème-là, quels sont les facteurs directs, les facteurs lointains, les facteurs indirects. J'ai bien analysé le problème et donc je vais définir les moyens pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc l'action suppose des moyens et des moyens qui gardent leur proportionnalité avec le but visé. Donc, c'est des moyens qui doivent être en adéquation avec le problème qu'on veut résoudre. Donc, principe de proportionnalité qui doit guider le choix de ces moyens-là. Ensuite, il y a ce que j'appelle, j'ai mis l'idée de la planification. J'ai identifié le problème, je mets les moyens, j'ai identifié les moyens possibles pour pouvoir résoudre ce problème. Maintenant, je planifie. Donc, je dois définir une échelle temporelle qui puisse me permettre de me dire que dans 5, 10, 20, 30, 6 mois, 1 mois, je vais résoudre ce problème-là. Donc, planifier, se dire qu'à telle étape, je peux faire ceci. D'abord, je peux commencer par tel aspect. Ensuite, je ferai ceci. Après, je ferai ça. Et puis, en dernier ressort, j'arriverai à tel ou tel stade de résolution du problème. Ensuite, j'ai mis le concept de l'évaluation. Donc, quand on met les moyens, on planifie, il faut être capable, il faut être en mesure d'évaluer périodiquement les moyens qu'on met en œuvre à l'échelle du temps. Donc, est-ce que sur le déroulement ou bien sur le déroulé de cette planification des moyens mis en œuvre, est-ce que il y a d'autres éléments que je n'ai pas prévus qui interfèrent, qui font que je dois réadapter les moyens par rapport au nouveau développement. Donc l'évaluation pour adapter les moyens et il faut préciser que les moyens sont variables alors que le but est invariable. Il y a une notion d'invariabilité avec le but. Le but ne varie jamais.
le but ne varie jamais, alors que les moyens peuvent varier selon le temps, les circonstances, les nouveaux développements, qu'est-ce que l'ennemi ou le problème euh, euh, développe comme facteur d'aggravation ou quelles sont les nouvelles difficultés qui surgissent. Donc il faudra nécessairement adapter les moyens. C'est pour ça d'ailleurs que moi dans le cadre du Togo, j'avais proposé, après l'élection de 2010, j'avais proposé un changement de braquet. J'avais proposé une autre forme de combattre le régime du FPT. Puis les gens m'ont dit, ah non, non, tu as changé, tu as acheté, tu es corrompu, tu veux être ministre. Bon, voilà. Puis les gens, bon, voilà, ils n'ont pas bien compris l'idée. Donc, les moyens peuvent varier, alors que le but ne varie jamais. C'est-à-dire que le but dans le contexte du Togo, c'est de chasser, c'est d'éliminer le régime RPT. Au fil du temps, les moyens, on doit les adapter en fonction des nouveaux développements. Parce que fort aujourd'hui, il utilise d'autres armes qui ne sont pas celles utilisées nécessairement par son père. Donc il faut adapter nécessairement à la lutte en fonction de cela. Bon, les nôtres sont restés dans les années 90 avec les mots, le verbe creux, hein, un verbe très enflammé, mais qui n'a pas les moyens qui l'accompagnent. Donc voilà, on est dans l'inefficacité totale. Pour agir, il faut un certain nombre de valeurs que je liste. Il s'agit premièrement de ce que j'appelle le courage. Le courage, ça c'est une notion très importante. Aujourd'hui, notre peuple a perdu pas mal de cette notion. Aujourd'hui, on n'a plus, l'Afrique d'une manière générale, on est conduit progressivement à devenir un peuple qui manque de courage, qui n'affronte pas ces réalités, qui essaie plutôt de les fuir. Donc, à chaque fois qu'on est confronté à une situation, ce qu'on essaye de sauver, c'est les meubles. Quand on se dit, ah, mais bon, ça ne peut pas le résoudre, mais on va plutôt les esquiver. Donc, quand l'élection arrive, les gens commencent par faire leur bagage pour aller se réfugier loin de la zone de turbulence. Donc, progressivement, le courage s'étiole dans nos rangs. Et puis, nous qui sommes aujourd'hui en Europe, je ne suis pas sûr qu'on soit des modèles de courage. Hein. C'est-à-dire qu'on était confronté à des dangers. La première réaction d'un homme en face du danger, c'est de fuir. Et la fuite, parfois, peut être un acte de courage, mais dans beaucoup de cas, la fuite, c'est plutôt une notion de lâcheté et de fuite en avant. Parce que même ici, on ne résout aucun problème. On est confronté à notre propre réalité. Donc, le courage est un principe fondamental de l'action. Après le courage, j'ai mis en avant la notion de la discipline. Discipline personnelle, discipline collective. Discipline personnelle, c'est-à-dire qu'on est organisé, on est méthodique, on prévoit. Donc on prévoit, on est discipliné, on prévoit les choses et on met en œuvre ce qu'on a prévu de faire. Et on s'y tient, sans être dévié de son objectif par des choses que je peux qualifier d'amusantes, qui déconcentrent, quoi. Donc il y a une discipline personnelle qui impose de la rigueur et une discipline collective qui veut qui postule pour un groupe organisé autour d'un leadership et qui obéit, à mon avis, à ce leadership-là. Donc, discipline aussi pour éviter qu'il y ait de la critique pour la critique. C'est-à-dire que quand on décide de faire quelque chose, il faut simplement s'y tenir, respecter
ceux qui pilotent cette décision, la mise en œuvre de cette décision, les accompagner et suivre. Ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on doit bannir toute critique, mais la critique, pour la critique, qui n'est pas constructive, ça, c'est quelque chose qui détruit la discipline de groupe et la cohésion des groupes. Donc, nécessairement, il faut insister sur cette notion de discipline autour d'un leadership capable de réaliser les décisions prises collectivement. Alors, au début de ma présentation, j'ai parlé de la volonté comme un des éléments clés de l'action. C'est la décision, volonté, c'est la décision de se dire, quoi qu'il arrive, moi j'ai décidé d'agir comme ça, j'ai décidé en fonction du problème d'agir d'une manière ou d'une autre pour pour arriver à la solution. Donc cette volonté, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on a perdu aussi cette notion-là dans nos rangs. On n'a plus la volonté, on n'a plus l'envie. Et puis on essaie toujours d'esquiver les problèmes en se disant que avec le temps, peut-être les choses vont se résoudre tout seul, ou bien on transmet la lutte à nos enfants. On se dit, nous, on ne peut plus rien faire, mais peut-être nos enfants vont le faire. Ça, c'est, pour moi, c'est le summum de la lâcheté, quoi, que de dire, on lègue les problèmes aux générations qui vont venir. Donc, volonté inébranlable d'aller jusqu'au bout. C'est comme ça que les peuples se sont affranchis de la servitude. Cette notion de volonté inébranlable recoupe la notion de la détermination. Donc, on est très déterminé, on dit voilà, on doit aller jusqu'au bout de ce qu'on a décidé, parce que telle est notre volonté. Alors, toutes ces valeurs supposent des aptitudes, donc des aptitudes aussi bien morales que physiques. Aptitude morale en ce sens que il faut avoir du caractère. Ça, c'est aussi une notion très importante. Le caractère, c'est la capacité de résister à tous les vents contraires qui arrivent et se dire qu'on ne lâche pas, on ira jusqu'au bout. Donc, caractère moral, donc aptitude intellectuelle, donc capacité de réajuster les moyens à chaque fois que de besoin par rapport au but. Capacité aussi de théoriser, de construire des alliances stratégiques, de se dire, peut-être que seul on ne peut pas résoudre le problème. Quelles sont nos alliances possibles? Quels sont nos alliés possibles? Essayer de construire des alliances. Et puis, capacité intellectuelle, morale, qui implique aussi la notion de la foi, c'est-à-dire que de croire en ce qu'on fait. Ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, aptitude physique, en ce sens où tu ne peux pas vouloir résoudre, tu ne peux pas gravir une montagne alors que tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas le physique pour. Il faut avoir le physique pour. Ça, c'est très important. C'est pour ça que les militaires, le premier aspect qu'on travaille, quand on recrute les gens, c'est d'abord leur aptitude physique. Et nous, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on développe vraiment ce côté-là. Ça veut dire qu'il faut être sportif, il faut adapter, il faut proportionner son corps au but. Tu ne peux pas peser 180 kilos et vouloir faire une course de fond, quoi. Tu ne peux pas rivaliser avec Usain Bolt alors que tu pèses 200 kilos, quoi. Ça,
Voilà, donc aujourd'hui, on doit être capable aussi de travailler. Ça implique, c'est une notion militaire que j'incorpore dans ça. Ça, c'est très important. Il faut développer hein, ce côté physique, aptitude physique. Ce qui suppose aussi d'avoir une hygiène de vie aussi bien euh, alimentaire, sportive et et de récupération, donc de sommeil, en tout ça rythmé. On se donne une discipline personnelle pour pouvoir proportionner son corps hein, à la lutte qu'on veut mener. Et puis, j'ai mis en exergue aussi la notion du renoncement. La notion du renoncement implique qu'il faut être capable de se dire qu'est-ce que j'abandonne pour gagner ce que je veux. Donc ça veut dire que tu peux pas, bien on peut pas être à la fois admiratif du système colonial et vouloir être libre. Et que c'est deux notions inconciliables. Donc à un moment donné, il faudra renoncer à quelque chose. Il faut renoncer. La notion du renoncement est très très importante dans les problématiques de la lutte, des luttes de libération. Si on se contente de ce que la colonisation nous a donné, bon, il est évident qu'on ne puisse jamais nous affranchir. Donc, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle chez nous les points positifs ou bien les notions positives de la colonisation. Hein, qu'est-ce que la colonisation nous a quand même apporté une langue qui nous permet de communiquer entre nous. Ça veut dire que si le blanc n'était pas venu en Afrique, les Africains aujourd'hui au XXIe siècle seraient incapables de communiquer entre eux. Donc on cultive hein, ce qu'on appelle ces acquis, hein, au lieu de réfléchir sur comment on les abandonne progressivement, nous doter de nos propres outils, ben on cultive ces instruments. Donc on ne veut pas renoncer à ces instruments, mais en même temps, on réfléchit, enfin on se dit qu'il paraît important pour nous d'avancer, de progresser. Ce qui est complètement faux. Donc la question du renoncement est une question très importante qui a des coûts. Quand on renonce à quelque chose, ça implique des coûts. Ça veut dire que si on renonce à la langue française, par exemple, ben, on va devoir payer. Ça veut dire qu'on va devoir perdre quelque chose et puis travailler pour doter l'Afrique ou nos peuples d'une langue de travail. Absolument. Et ça implique des coûts. Donc, moi, voilà, résumer un peu ce que j'appelle l'action et ses conditions. Maintenant, quand on conjugue tout ça, il y a des résultats possibles. Donc, premier résultat possible, c'est le négatif. Donc, on met en œuvre un certain nombre de dispositions, de moyens. On a analysé le but parce qu'on n'a pas pris les bonnes dispositions. Ben, on arrive à un résultat négatif, ce qui veut dire qu'il y a, dans ce cas-là, recul ou mort ou disparition. Voilà. La mauvaise action, hein, le but mal défini, les moyens qui ne sont pas proportionnés au but, pas de planification, pas d'évaluation périodique, ben, on ne développe pas toutes les valeurs que je viens de dire. Ben, effectivement, ça conduit au négatif et puis au recul, à la mort ou à la disparition simplement. Et ceux qui n'agissent pas, ben, raison de plus que ceux qui n'agissent pas, hein, ceux qui n'agissent pas sont condamnés à la mort. Surtout dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, c'est clair que quand un peuple n'agit pas, il est condamné à reculer et finalement à mourir et à disparaître de l'histoire. Et dans le cimetière de l'histoire, il y a beaucoup de peuples qui ont disparu. Hein. Les Africains ne seront pas les tout premiers. Et il ne faut pas non plus croire que l'histoire est fatale. C'est-à-dire, je fais la référence à cette notion de fatalité positive, où on se dit, non, les choses finiront par se résoudre d'elles-mêmes. Donc, il n'y a pas besoin de se gêner.
Donc, fatalement, l'histoire, les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Non, non. C'est pas comme ça que les choses se font dans l'histoire. Donc, résultat négatif, ou alors, on a proportionné tout ceci, et dans ce cas, on aboutit à un résultat positif, ce qui entraîne progrès. Progrès, avancement, renaissance des peuples. On l'a vu, hein, les Chinois, d'autres peuples, hein, les Grecs et tout ça. Ben, c'est des peuples qui ont connu la renaissance, leur renaissance, parce qu'ils ont analysé leur situation, ils ont mis les moyens, ils ont mis le temps qu'il faut, ils ont accompagné tout ça des valeurs qui font de l'action et ils sont arrivés à des résultats. Aujourd'hui, ces peuples-là brillent au sommet de l'histoire. Ça, c'est, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité. Seule l'action détermine la place de chaque peuple dans l'histoire. Et dernier résultat possible, c'est ce que j'appelle la neutralité, donc la conservation du système ou de la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que qui ne bouge pas, soit recule, soit reste sur place. Et quand on reste sur place, ça veut dire qu'on est condamné à suivre toujours les autres. Puis les autres, ben voilà, au lieu de nous faire disparaître, bon, ils deviennent les maîtres et puis on reste là et on les sert. Ça, c'est aussi un choix. C'est un choix. Donc pour moi, je peux dire simplement que l'action, pour finir, c'est pas, l'action n'est pas un choix. Pour moi, l'action n'est pas une option. L'action, c'est quelque chose, c'est un principe de la vie. Je reviens à cette notion du principe de la vie. Parce que chaque être occupe une place dans l'histoire. Et c'est en fonction de son action que cet être-là progresse, avance, recule ou stagne. Voilà, à nous de voir quel est notre devoir, et quels sont les moyens qu'on est prêt à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons. En ce qui me concerne, je pense que le devoir qui nous appelle, notre génération, c'est d'affranchir, c'est de lutter pour affranchir notre peuple et c'est de construire un avenir, ou en tout cas tracer des sillons d'un avenir meilleur pour nos enfants. Force est de constater qu'aujourd'hui, on en est très loin. Mais voilà, peut-être que l'espoir est permis, je ne sais pas. Mais je m'inquiète beaucoup. Je m'inquiète beaucoup pour notre peuple. Je m'interroge tout le temps. Je ne sais pas où l'Afrique et les Africains vont, quoi. Quand on sait que les sociétés occidentales, dans chaque chancellerie, aujourd'hui, il y a des rapports qui sont publiés par des experts occidentaux qui parfois associent des Africains à l'œuvre, à l'ouvrage, où on dit que l'Afrique est l'avenir de tel ou tel pays occidental. Ça, normalement, c'est un cri de guerre, parce qu'un continent ne peut pas être l'avenir d'autres peuples. Ça, c'est normal, c'est quand on entend ça, on doit se mobiliser. Mais force est de constater que ça amuse plutôt, et puis les gens relaient d'ailleurs ces slogans disant « Ah, voyez, il y a les Français qui disent que l'Afrique est l'avenir de l'humanité. » L'humanité, bien sûr, dans l'esprit des Occidentaux, n'incorpore pas les Africains. Ça, il faut bien l'intégrer. Voilà, donc nous sommes interpellés. Et nous devons, à mon avis, décider de nous organiser pour agir dans le but, tout d'abord, libérer notre peuple, reconstruire l'Afrique sur le socle de ses propres valeurs et, bien évidemment, imposer un leadership qui soit capable d'affronter les turbulences du 21e et du 22e siècle qui ne pardonneront pas aux peuples qui auront décidé de ne pas agir. Voilà. Merci. Il y a quelques éléments que je voudrais encore rappeler. Enfin, je peux insister. Ce que j'avais parlé des aptitudes physiques, morales et intellectuelles. Ça veut dire que sans ces aptitudes-là, on perd ce que j'appelle le principe de la conservation. C'est-à-dire que pour détruire un peuple, vous n'avez pas forcément besoin de le détruire physiquement.
Si vous possédez sa tête, vous le tuez. Il est contrôlé de l'extérieur, voilà, il est mort. Il est mort. Et pour atteindre cet objectif, le système aussi bien esclavagiste que colonial a utilisé un certain nombre d'armes qu'il faut connaître, identifier et contre lesquelles il faut aussi, dans nos fragilités, développer des antidotes, quoi. Ça, c'est très important. Ça, c'est peut-être, on reviendra sur ces armes et les antidotes possibles. J'avais parlé de croire en ce qu'on fait, de croire en l'avenir. Ça, c'est la notion de la spiritualité. Hein? La notion de la spiritualité. Si on ne croit pas pouvoir changer notre sort, notre situation, ça veut dire que spirituellement, on est mort. C'est que la notion de spiritualité ici, c'est ce que nos ancêtres avaient toujours fait. Que nos ancêtres pensaient toujours être tout d'abord provenir de quelque part, provenir des ancêtres, hein? Donc ils croyaient en la perpétuité de la vie, hein, qui est sans cesse renouvelée. Et eux, ils sont appelés aussi à transmettre, hein, une amélioration de la situation à la génération qui vient. Donc c'est une continuité, hein, spirituelle entre les ancêtres, les générations actuelles et les générations futures. Ça, c'est quelque chose que nos ancêtres avaient beaucoup cultivé. C'est pour ça qu'ils étaient beaucoup plus dirigés vers tout ce qui est positif. Voilà, parce que on ne peut pas transmettre, si on veut que ses enfants ou sa descendance progresse, on ne peut pas transmettre aux générations qui suivent du négatif. Du négatif. Ça veut dire aussi que, enfin, dans cet esprit-là, on prépare la relève. On doit être capable de préparer les générations à venir à assumer leurs responsabilités. Cela suppose que ces générations-là, les générations qui nous suivent, c'est-à-dire nos enfants, doivent être plus forts que nous. C'est-à-dire qu'un peuple ne survit que lorsque ses enfants sont plus forts. Aujourd'hui, on voit, c'est que le constat factuel est que quand tu prends les générations qui nous suivent, c'est encore plus grave. Parce que ils ne sont même pas, eux, c'est la génération portable, c'est la génération iPhone, c'est la génération Google, Twitter, et voilà, c'est la génération sans mots, quoi. C'est le sans mots, sans caractère, hein, de Twitter. Ça, c'est grave. Et les Africains sont sans cesse projetés dans un monde qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Nos enfants aujourd'hui sont dans un monde que nous, les parents, ne maîtrisons pas. Et eux, ils vont être encore dans un monde beaucoup plus compliqué demain. Donc, ça doit nous interpeller. Et enfin, la dernière notion sur laquelle je voudrais insister, c'est la notion d'acteur. Et ici, je veux faire allusion à celui qui veut laisser une trace dans l'histoire. Un acteur, c'est celui qui a cette volonté farouche de se dire mon passage sur la terre doit être remarqué. On doit me voir, c'est pas. Et ça pose la question de la dichotomie entre l'être et la voix. Qu'est-ce que je suis? Donc c'est en fonction de ce que je suis qui détermine mon passage sur la terre et non ce que j'ai. Donc les notions d'accumulation sans vergogne où on se dit bon, je m'en fous, moi de toute façon, moi dès que j'ai ce que je veux, ça me suffit là, je m'en fous du reste, voilà, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner autant d'argent ici et de construire ma maison en Afrique. Comme ça, je vais en vacances, je vais flatter les gens du quartier en disant voilà, il revient de l'Europe, non. Ça, quand on fonctionne comme ça, on ne laisse aucune trace dans l'histoire. Si on prend un exemple concret, si on prend Thomas Sankara,
qui n'a rien laissé comme matériel en tant que tel, et Gnassingbé Yadema, ou bien Houphouët-Boigny, qui restera dans l'histoire? Qui parmi ces deux-là restera dans l'histoire? Et qui est déjà dans l'histoire d'ailleurs? C'est même pas que qui rentrera dans l'histoire, qui est déjà dans l'histoire? Voyez? Donc ces notions-là doivent nous interpeller et on doit se dire que je veux que mon nom soit gravé dans les annales de mon peuple. Que demain, quand on cite les gens, que je sois dans le panthéon de notre peuple, que je sois parmi ceux qui auront marqué notre peuple positivement. Ça, c'est très important. Nkrumah, si on compare Nkrumah. Et qui est-ce que je peux citer? Senghor. C'est la même génération. Mais qui, aujourd'hui, dans la conscience profonde des peuples africains, pas les peuples RFisés, ou bien BBCisés, c'est que dans la conscience du peuple noir, Nkrumah est un dieu. Tu vois, même si le colon a tenté de maquiller Senghor, voilà, on lui attribue tous les attributs, tout. Non, les Africains ne se reconnaissent pas là-dedans. Senghor et Cheikh Anta Diop, aujourd'hui. Donc, on doit se dire qu'on doit marquer notre passage sur la terre par nos actes courageux au service de notre peuple. Voilà. Donc, un acteur, c'est celui qui décide de graver son nom dans le marbre de l'histoire de son peuple. Ce qualificatif doit guider chacun de nos actes.